Sylviane, on quitte ce moment effectivement du consensus de l'après-Seconde Guerre mondiale et on en vient aux années 90, je crois, années dans lesquelles vous écrivez pour le Théâtre du Bruckner un certain nombre d'articles qui sont donc repris dans l'ouvrage que citait le magistrat tout à l'heure, À quoi sert le théâtre? Vous avez ressenti le besoin de vous poser la question de quel ordre est cette utilité du théâtre selon vous? Et alors, juste situer très rapidement le contexte de ces chroniques. Il se trouve qu'il y a eu un moment assez exceptionnel au Bruckner avant les expérimentations de Maya Busch et de Michel Pralon. Il y a eu un autre moment, je dirais, étonnant, c'était avec Bernard Meister, le moment de cette ruche théâtrale qui a vu venir Thomas Ostermayer, Claudia Bosse et d'autres metteurs en scène issus de l'école Busch à Berlin. Et donc, il y a eu ce moment où on a travaillé en allemand, en français, à tous les étages, créé des formes, on s'est interrogé sur le théâtre. Et c'est dans ce contexte-là que s'est créé un théâtrophone inséré dans le courrier qui m'a demandé, vu que je participais beaucoup à cette animation, disons, du Bruckner, avec toutes sortes de personnes et toutes sortes d'expérimentations, qui m'a demandé d'en témoigner par des textes, aussi bien de spectacles que je pouvais aller voir ailleurs que de ce qui se passait autour de moi. Voilà. Donc en même temps, ça a été un moment de réflexion sur la pratique théâtrale, et c'était le moment aussi où je commençais à avoir des pièces représentées. C'était comme ça à la fin des années 90. Et donc, je crois qu'on peut difficilement, enfin il me semble qu'on peut difficilement pratiquer le théâtre sans se demander à quoi il sert, ça c'est clair, sans se demander ce qu'on fait, mais j'aimerais préciser que la réponse que chaque auteur donne à cela, dans chaque contexte, est différente. Je ne parle pas du tout au nom de tous les auteurs, ni d'ici, ni d'ailleurs. Mon sentiment, c'est qu'il y a au théâtre un besoin d'une parole de présent, comme citait le magistrat tout à l'heure, une parole de présent qui permette de faire se rencontrer une voix ou des voix, celle de l'auteur, celle du metteur en scène, celle des comédiens, qui est à la fois une voix collective et qui est quand même, s'il y a un texte, orienté au départ par une vision du monde, et un public. Et je crois que effectivement le théâtre est une création collective, mais est un objet symbolique d'abord, qui est posé entre nous et le public, c'est-à-dire entre les praticiens, dont l'auteur fait partie, et le public. Et c'est un peu oublié peut-être ceci, c'est-à-dire qu'il me semble qu'on parle beaucoup de formes, on parle de rap, on parle de toutes sortes de formes de théâtre, mais on ne parle jamais de ce que dit le théâtre aux gens. Et en ce sens, je milite encore et toujours pour la fable. Je crois à la force de la fable au théâtre. Je crois que si depuis 2500 ans on utilise la fable au théâtre, ce n'est pas pour rien, et que ce n'est pas en un siècle ou un demi-siècle qu'on a réussi à mettre en bas quelque chose qui a fonctionné pendant 2500 ans. Donc je crois qu'elle a sa fonction, qu'elle a sa nécessité. Je cite le psychanalyste André Green qui dit que le mythe se définit comme un objet transitionnel collectif. J'aime assez cette formule, c'est-à-dire que le mythe, comme tout récit, comme toute histoire de théâtre, se pose dans un présent, entre un public et un auteur et des praticiens du théâtre, et que c'est cela que nous débattons ensemble. Et je crois que ça se passe trop peu. J'aimerais juste, pour terminer, citer les chiffres des créations théâtrales d'auteurs vivants en France en 2000. C'est à ce moment-là que se sont créés les EAT en France. Il y avait 8% de la création théâtrale en France contre 35% en Allemagne qui correspondaient à des créations de théâtre vivant. Ça veut dire que le théâtre a perdu, en fait, sa relation au présent, sa relation au symbolique et sa relation à cet objet transitionnel qui fait que peut-être on pense ensemble et on se parle ensemble. Effectivement, on va y revenir. Robert Abirached évoque aussi cette sous-représentation
de l'écriture contemporaine en France par rapport à l'Angleterre également. Il citait ce pays-là. En Suisse, c'était 10%. Et en Suisse, effectivement, 10%. Vous évoquez ce que fut le théâtre il y a 2500 ans. Je vais en profiter pour donner la parole à Sophie Clinis. Alors, on va passer certaines citations de Robert Abirached. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Je le fais en forme de clin d'œil à mes amis de la technique, parce qu'effectivement, j'ai été pris par le temps des réponses, mais fort importantes de Robert Abirached. Donc on découvre une réflexion sur le divertissement sur laquelle je propose que l'on revienne, et puis une suivante que l'on doit à Victor Hugo, qui sans doute mérite également d'être reprise et liée à un contexte singulier mais important, peut-être que Robert pourra nous en parler tout à l'heure. On passe encore une autre intervention de Robert Abirached, qui évoque la nécessité pour l'État de guider, mais non de tenir. Tout est dans cette subtilité entre le choix de ces deux verbes. Comment trouver sa place lorsque l'on est un politique de la culture? Eh bien, c'est sans doute dans l'apprentissage de la conjugaison de ces deux verbes. Nous y reviendrons. On va voir quelques images d'un document historique sans son, un document historique qui nous vient de la télévision française en 1961, dans une réalisation de Jean Prat, Les Perses d'Eschyle. C'était la première fois que la télévision proposait du théâtre à tous les téléspectateurs français. Ils furent des millions à découvrir cette pièce qui se trouve être la première du répertoire qui nous est préservé de la Grèce athénienne. Alors c'est un membre du chœur, on peut même presser sur l'image si le son ne vient pas, peu importe. Effectivement, c'est une image du chœur des Perses dans l'attente du roi Xerxès qui vient expliquer la défaite, et dans l'analyse des causes de la défaite, il y a l'introduction d'une réflexion sur les causes humaines, peut-être, les causes humaines et divines de l'histoire. Alors Sophie Clinis, on évoquait avec un grand praticien de la politique culturelle, Robert Abirached, ce qu'il en était en France dans l'après-guerre. Évidemment, le peu que l'on sache, nous autres béotiens d'Athènes, si je peux me permettre, c'est ce lien important, ce lien fort entre la tragédie et le politique ou les politiques. Quel est-il exactement, ce lien? Peut-être juste préciser d'abord que le but n'est pas pour moi ici de faire d'avoir le point de vue de la spécialité de l'Antiquité qui viendrait faire ce que Nietzsche décrivait, qui est de l'histoire pour antiquaire, ou de parler d'un passé qui serait définitivement révolu. Vous avez fait référence à Cornelius Castoriadis, pour lequel la Grèce ancienne était censée ne pas être un modèle hiératique, mais un germe, donc quelque chose à réélaborer, redynamiser pour aujourd'hui. Donc moi je viens avec effectivement des éléments qu'on peut reconstituer, ce qu'on peut savoir, mais qui visent à rendre, enfin, à donner à penser aux praticiens d'aujourd'hui. Voilà, c'est un peu la focale que je voudrais adopter. Alors je voudrais rebondir sur finalement des choses qui ont été dites précédemment. Alors on fait référence à ce que M. Canal, à l'Arconte en présence, a dit, à savoir ces journées sont instituées, ces espaces de dialogue, parce qu'il manque justement des espaces de dialogue sur le théâtre. Et vous avez aussi évoqué le fait que vous n'attendiez pas un consensus mou, ni finalement une espèce de classe généralisée, mais que le but était d'essayer d'améliorer la qualité des décisions à prendre. Alors moi j'avais envie de dire, voilà, dans le contexte athénien, non pas grec mais athénien, c'est assez, je pense, important de le préciser. Finalement la tragédie est née sous la tyrannie de Pisistrate, mais c'est vraiment un genre qui se développe, c'est comme intrinsèquement lié à la cité démocratique. Dans ce contexte-là, ce n'est pas qu'il y a un espace de dialogue sur le théâtre, c'est que c'est le théâtre qui est un espace de dialogue et de réflexion commune sur le politique. Donc c'est à inverser. Point important aussi, le théâtre, en tout cas à l'époque d'Eschyle, participe de l'invention démocratique. Donc peut-être aujourd'hui, à une époque où justement cette question de vivons-nous encore en démocratie, du point de vue de Cornelius Castoriadis par exemple, la réponse serait non, nous vivons dans des oligarchies marxistes, parce qu'une démocratie qui n'est pas directement participative, n'en est plus une. C'est assez extrême comme position, mais je la propose à la réflexion. Donc, dans ce contexte de démocratie directe, l'institution théâtrale participe de l'invention de la démocratie. D'où une question importante sur laquelle rebondir par rapport à ce que M. Rachel a évoqué, à savoir, est-ce que institutionnalisation du théâtre veut forcément dire répétition, roborative, quelque chose de l'ordre de manque d'inventivité.
Là, ce que je trouve intéressant, c'est que dans le contexte athénien, il y a un dispositif institutionnel, politique et rituel qui ouvre un espace de réflexion et de critique, à mon sens, jamais égalé. C'est-à-dire que collectivement, comment ça se passe, c'est un point important, c'est que ces représentations tragiques et comiques aussi d'ailleurs ont lieu dans le cadre de fêtes religieuses en l'honneur de Dionysos et ont lieu dans le cadre de concours. Donc cette dimension de concours et d'insertion dans un rituel collectif est extrêmement importante. Rituel religieux qui est en même temps, je peux presque envie de dire, rituel civique. Sans qu'on puisse parler de théologico-politique au sens courant du terme, puisque ce à quoi on assiste dans les présentations tragiques ou comiques, c'est pas du tout à un embrigadement idéologique où quelque part on fait passer des messages, au contraire, c'est à une problématisation générale de toutes les évidences communes. Donc il n'y a jamais de point de vue de voilà, il faudrait penser ça ou ça, il y a une mise en crise des évidences les plus communément partagées. Et c'est l'institution qui permet ça et qui déploie ça. Et si on pouvait inventer quelque chose de comme ça aujourd'hui, ce serait peut-être assez intéressant. Je pense qu'aucun humoriste actuel n'oserait jamais problématiser ou mettre en question des politiciens nommément, par exemple, ou leur politique, comme Aristophane l'a fait. Robert, vous voulez réagir? Non, mais je suis totalement d'accord avec ça. Bien sûr. Quand je parle d'institution, je parle oui, bien sûr. Là, par exemple, on peut même aller plus loin et même dire peut-être que la transformation de l'idée de liberté et de libre arbitre s'est faite par la tragédie. C'était un contexte complètement différent dans une petite cité où ne participaient essentiellement que les citoyens essentiellement, et ça faisait, on était parti complètement du jeu démocratique. Et c'est ce qui me fait ajouter simplement une chose, c'est que théâtre et démocratie, dans ce sens-là, sont probablement très fortement liés. On ne refera jamais la démocratie grecque, c'est pas possible. Alors justement, l'enjeu c'est évidemment, c'est pas possible, mais comment est-il possible de réactiver certains éléments, et réélaborer pour aujourd'hui? Je reviens peut-être une des questions, la première question par rapport à ce que j'ai déjà posé comme cadre, c'est voilà, quand vous allez au théâtre aujourd'hui, vous allez à une représentation théâtrale, vous n'allez pas dans le cadre d'un contexte global qui soit à la fois religieux, à la fois politique. Ce type de contexte-là n'est plus pensable aujourd'hui, mais par contre, pourrait-on imaginer des rituels pour aujourd'hui? Un contexte collectif rituel pour aujourd'hui, mais alors évidemment qui viserait à fonder quoi, comment, qu'est-ce, ça c'est une première question. Deuxième point important, c'est que l'aspect politique intervient à différents niveaux. Premier niveau, c'est un magistrat, qui est l'archonte éponyme, qui est en charge de toute l'organisation des concours tragiques comiques. C'est un riche citoyen, qu'on appelle le collège, qui est en charge de subsidier à tout l'entretien du cœur tragique, comique, etc., etc. Donc il y a l'idée peut-être qu'on a... Qu'est-ce qui subsidie, en l'occurrence, les représentations tragiques et comiques et les concours aussi de dithyrambe, des poèmes en l'honneur de Dionysos? C'est une sorte d'impôt indirect sur la fortune de riches citoyens. C'est une chose intéressante. C'est pas la cité collectivement qui prend en charge l'aspect financier. Par contre, la cité prend en charge un autre aspect financier qui est peut-être aussi à réfléchir en instituant un fonds qui s'appelle le Théoricon et qui est qu'on donne aux citoyens qui n'ont pas les moyens de payer leur place de théâtre les 2 oboles nécessaires pour participer. Donc peut-être intéressant, c'est pas qu'il n'y a pas de gratuité, mais on leur donne l'argent pour qu'ils puissent payer leur place comme les autres. C'est une petite nuance qui a son importance. Et point important aussi, assister à ces représentations, semble-t-il, non seulement toute la population athénienne, femmes comprises, on a des témoignages par lesquels on... Alors, moi je pense qu'il y a des débats encore à ce sujet, moi je pense que oui. Ça couchait des froids tout au monde. Oui, ça c'est une anecdote quand même très douteuse, mais oui, c'est vrai que pendant la fondation, effectivement, de la trilogie des Chiffres, en voyant apparaître les ennemis tellement terrifiants que les femmes ont accouché, etc. Ça c'est très suspect comme témoignage. Non, mais par contre, il y a quand même des sources intéressantes qui nous disent qu'on libérait les prisonniers le temps des représentations pour qu'ils puissent y assister aussi. Il y a quand même l'idée que c'est important que globalement, un grand nombre de personnes assistent à cette représentation. Dernier point important sur lequel je voudrais insister au niveau de l'organisation générale, c'est que si les protagonistes, les rôles principaux étaient joués par des acteurs professionnels, les chœurs étaient des chœurs de citoyens.
Et ça, c'est vraiment quand même un élément central. On a un témoignage indirect via Platon. Dans le dernier dialogue de Platon qui s'appelle Les Lois, il y a vraiment une phrase qui sonne un peu comme un slogan et qui dit « Un homme qui n'a pas fait partie d'un cœur, ou un citoyen implicitement, n'a pas été éduqué ». Donc faire partie d'un cœur fait partie de l'éducation continue du citoyen. Que ce soit un cœur tragique, que ce soit un cœur comique, que ce soit un cœur dithyrambique. Si on commence à compter effectivement le nombre de personnes qui sont concernées chaque année par ce stade concours annuel, effectivement, ça concerne chaque année, disons, grosso modo, 2500 personnes quand même. C'est quand même assez fondamental. Donc, voilà, la question est peut-être qu'est-ce que c'est que cette éducation continue du citoyen? Voilà, peut-être de l'individu et du citoyen, mais je vois que Robert trépigne. C'est juste une note en bas de page. Ce qu'on a vu ici à la télévision n'était possible que parce qu'il y avait une institution à côté de la Sorbonne qui était le théâtre antique. Comment c'était? Et le groupe de théâtre antique, qui a mis en jeu énormément d'acteurs qui sont devenus très connus comme Alain Guny, etc. Et qui a été vraiment un lieu de réflexion. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui a dit je vais faire une tragédie grecque à la Sorbonne, à la télévision, mais c'est quelqu'un qui donne le résultat de tout un travail. Oui, mais alors peut-être juste pour rebondir là-dessus, c'est quand même quelqu'un qui met en scène un texte tragique. Dans 99% des cas, quand on voit avoir une tragédie au théâtre, on voit une mise en scène d'un texte tragique, ce que ça n'était pas forcé, enfin, ça ne se limitait pas à ça. Si on prend l'exemple des Perses, il faut quand même se rendre compte que bon, c'est la plus ancienne effectivement tragédie qui parle jusqu'à nous, c'est la seule qui parle d'un événement historique, mais quand même cette tragédie représentait quelques années après la bataille de Salamine. Donc c'est quand même une chose incroyable. On imagine que dans le public, aussi bien que dans le cœur, des citoyens ont participé à cette bataille, peut-être ont perdu un frère, un père ou que sais-je, et on leur représente une tragédie qui se situe chez l'ennemi. On adopte le point de vue de l'ennemi. Alors bien sûr, on peut dire la déploration de l'ennemi, c'est finalement une espèce de chant de triomphe du point de vue des gagnants, mais en même temps, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que ça problématise vraiment la fragilité des positions de vainqueurs, vaincus. Les vainqueurs d'aujourd'hui pourraient être les vaincus de demain. Donc, moi, je trouve que ça, c'est quand même quelque chose. Comment aujourd'hui on pourrait, voilà, peut-être ce serait moi la proposition que je voudrais, instituer des sortes de concours où effectivement des auteurs proposeraient des pièces sur des sujets d'actualité, mais contemporaines, où on ferait participer des citoyens d'une manière ou d'une autre dans des cœurs, que sais-je. C'est une vraie question, je trouve, politique, de se dire qu'il y a des régimes totalitaires qui ont jusqu'à présent véritablement utilisé le pouvoir fédérateur de la musique, du chant, de la fête collective. Quid de l'utiliser démocratiquement, c'est-à-dire dans une mise en débat, dans une mise en question critique par les citoyens eux-mêmes d'une politique à laquelle ils participent par ce biais-là. Alors on retient l'idée, comme les précédentes, et l'impôt sur la fortune ne nous est pas sorti de l'esprit, mais quand vous parlez effectivement d'une formation de l'individu et du citoyen, si on conserve l'exemple des Perses, est-ce que ce serait par le biais d'une condamnation de l'impérialisme des Perses que l'on essaye de prévenir une éventuelle tentation athénienne d'en faire autant? Est-ce que ce serait de cet ordre-là, cette formation du citoyen? Alors là, on est toujours j'insiste, à moi, ce que je propose, c'est uniquement une interprétation. Je ne peux pas vous donner la réponse qui est en main. Il y aurait deux points de vue. Premier point de vue, se dire, on fait quand même, je remets du point de vue de l'éducation, du point de vue du cœur. On fait endosser à des citoyens. Faisons l'hypothèse qu'ils ont tous participé aux batailles contre les Perses, on les fait jouer des Perses. Donc on les fait se travestir devant l'ensemble de la population en ennemi, on les fait crier, se lamenter, pleurer. Pour moi, il y a une forme d'éducation qui est se mettre dans la peau de l'autre, mais de l'autre absolu, qui est le barbare ennemi. En quoi ça va transformer l'identité du citoyen d'être confronté à ça? Deuxième aspect par rapport effectivement à la condamnation de l'Empire perse. Là, j'irai plus dans un autre type de réflexion qui est vraiment la sensibilisation à la fragilité des décisions en situation. Quand le grand roi perse va combattre les Grecs, il part mais c'est 300 contre 1. Donc d'un point de vue quantitatif, c'est absolument évident qu'il va gagner, qu'il va les écraser. Donc,
part, on stigmatise la démesure et l'hubris du grand. Mais si on est sur un point de vue, sur un certain référentiel qui est le référentiel des forces en présence, il est tout à fait logique qu'il est une politique impérialiste. Sauf que du coup, puisqu'en plus ce grand roi est seul à prendre des décisions, donc il ne délibère pas avec un conseil ou quoi que ce soit, il prend ça qui est important, il prend la décision seul, on va dire, en tout cas dans la manière dont c'est représenté dans l'imaginaire grec, eh ben, il ne tient pas compte d'un autre référentiel qui est la ruse. Les Grecs sont beaucoup moins nombreux, sauf que eux ont une intelligence rusée qui fait qu'ils arrivent à prendre les pertes, peu importe la ruse, on la description de la ruse en question. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'hubris ou la démesure, là je suis plus effectivement dans une définition de l'empreinte académique, c'est la transgression d'une limite qui n'était pas prédonnée, qu'on peut constater a posteriori parce qu'on n'a pas été capable de se la donner. Et je pense que la tragédie est une éducation à la phronésis au sens de, la phronésis c'est quoi? C'est une expression grecque qu'on traduit très platement par prudence, mais qui veut dire sagesse pratique. La sagesse pratique, c'est la sagesse du magistrat, c'est-à-dire l'intelligence pratique en situation. Comment prendre des bonnes décisions en situation, en ayant... On n'a pas de mode d'emploi, ni à l'époque de Chine, ni aujourd'hui. Il n'y a pas de protocole à suivre pour prendre la bonne décision. C'est un mélange de réflexion, de flair, de sentir la situation. Et alors, du point de vue grec, cette phronésis, cette bonne décision, finalement, en tout cas, dans ce qui est raconté par les tragiques, elle ne peut être que collective. Ce n'est que dans le partage d'opinions différentes que, justement, il y a quelque chose qui peut émerger. Et là aussi, dernier point, s'il fallait vraiment essayer à grands traits de brosser qu'est-ce que c'est que cette éducation tragique, moi je dirais, c'est, si je reprends l'exemple que tout le monde connaît, c'est celui d'Antigone de Sophocle, c'est éduquer à comprendre comment, il n'y a jamais de point de vue manichéen, il n'y a pas la bonne Antigone contre le méchant Cléon. Il y a deux personnages qui sont braqués dans leur position, qui pensent être absolument, qui sont certains de leur bon droit. La tragédie fait voir que chacun a des bonnes raisons de son point de vue de défendre sa position, mais que par contre, quand on les met face à face, c'est le clash. Et c'est impossible. Donc, toute la question, à mon avis, ça problématise comment est-il possible d'arriver à tisser ensemble des positions qui sont différentes les unes des autres, voire contradictoires. Et on ne va pas forcément au clash, et on ne va pas forcément à l'imposition d'un point de vue sur l'autre où on gagnerait, mais c'est comment est-ce qu'on peut inventer collectivement quelque chose qui émerge des tensions, des rencontres entre des positions. Donc on n'a pas peur effectivement du débat. Le débat, avec tout ce que ça implique de bonne heuristique, de bonne violence, c'est-à-dire qu'on a chacun des positionnements avec des bonnes raisons fondées, il y a des arguments de part et d'autre, et comment c'est possible d'arriver à les, c'est une expression du cœur d'Antigone, à les tisser ensemble. J'insiste vraiment, tisser ensemble, ça ne veut pas dire tomber dans le consensus mou, ça veut dire rester dans une sorte, moi j'appelle ça une harmonie discordante, c'est une expression gratuite, mais c'est vraiment ça, comment on peut arriver à garder les tensions tout en arrivant à continuer à se parler et à construire collectivement. Pour ça, peut-être juste par rapport à la question de faire partager un bien commun culturel, non, la question c'est comment le théâtre peut faire s'interroger collectivement les gens sur ce qu'est le bien culturel. Si on arrive déjà à ça, Robert, vous m'aviez invité à vous couper. Passionnante, mais parfaitement littéraire et purement philosophique. Ça n'a rien à voir avec le théâtre. Ça n'a rien à voir. Robert. Le théâtre, non, excuse-moi. Oui, il faut savoir de quoi on parle. Ce qui est dit est extrêmement intéressant, extrêmement subtil, extrêmement souhaitable. Mais moi, je m'oppose totalement à toute prise de position nostalgique. Et bien, on peut faire ça, on n'a qu'à, on peut ressusciter ça. Ce n'est pas possible, nous ne sommes plus dans le même contexte. Et le contexte, vous le trouveriez peut-être dans une autre civilisation. Non, je ne veux pas discuter parce qu'on passerait des heures. Non, mais je dis simplement, attention. Alors, juste, il ne s'agit pas de nostalgie. Je vous donne juste un exemple des textes, des chics qui a été travaillé ici par Claudia Boss. C'est l'enjeu de se dire, est-il possible de réactiver un cœur de citoyen aujourd'hui? Pour moi, il y a en tout cas une partie du pari qui a été tenu, à savoir qu'il y a quand même eu un cœur de 180 personnes, de je ne sais plus combien de nationalités différentes, de milieux sociaux complètement différents. On est arrivé à ce brassage de l'hétérogène, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, ça allait du pompier au banquier, femmes au foyer, etc. Donc ce mélange très hétéroclite, qui est lié par un
un projet commun qui est jouer aujourd'hui les Persléchis, et en tout cas l'élément rencontre entre les personnes, problématisation, mise en question de ce que c'est que le collectif, là moi je l'ai de facto vu.